Bonjour à tous. Le Cameroun est en guerre à l'extrême nord du pays. La nouvelle fait la une de la presse internationale. Au moins 6 soldats sont tombés sur le champ d'honneur face aux attaques de Boko Haram. Ces batailles contre le terrorisme transfrontalier se poursuivent pendant que le ministre de la Défense, Joseph Betty Assama, prescrit le renforcement du dispositif sécuritaire à l'ouest, dans les zones frontalières aux régions anglophones, en proie à un conflit armé contre des groupes armés séparatistes. Au-delà de ces multiples défis sécuritaires, des manifestations contre le président de la République à Genève suscitent encore des analyses diamétralement opposées dans la presse. Selon le journal La Nouvelle, le génie politique de Paul Biya a broyé les ambitions de Kamto et sa meute ethno-fasciste. Dans la même veine, l'hebdomadaire indépendant voit à travers cette protestation des activistes à Genève l'escalade de l'ethnofascisme. Pour ce journal, la politique de la haine tribale et la stratégie insurrectionnelle comme mode d'accession au pouvoir ont été réprimés et condamnés à Genève, tandis qu'une certaine intelligentsia camerounaise affirme que le leadership des manifestants de Genève est communautaire. D'autres journaux appellent le Conseil national de la communication à prendre ses responsabilités contre des médias pyromanes qui ont voulu verser de l'huile sur le feu en stigmatisant une communauté pour leur imputer des actes de barbarie de la brigade anti-Sardinard. Face à la montée des discours haineux, le quotidien Émergence interpelle le chef de l'État. Paul Biya doit réconcilier les Camerounais car la nation est menacée par l'ethnofascisme et la haine. C'est du moins le constat que dresse le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, Grégoire Ona, appelle à une mobilisation de tous les Camerounais contre la violence sous toutes ses formes. Cet appel suscite des interrogations. Qu'est-ce qui explique cette attitude à surfer sur des origines tribales pour analyser des faits sociopolitiques? Quelles sont les causes de cette flambée de discours de haine et du repli identitaire au Cameroun, alors que le mouvement pour la renaissance du Cameroun prévoyait ce dimanche une grande marche républicaine contre le tribalisme pour la promotion du vivre ensemble et la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest? Le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 1er a interdit la manifestation pour risque de troubles graves à l'ordre public et risque de propagation de la Covid-19. Pourtant, le RDPC, le parti au pouvoir, a organisé cette semaine des manifestations à Mokolo, Kribi et d'autres villes du pays, manifestations de soutien à leur président national et président de la République, Paul Biya. Pour la nouvelle expression, la démocratie est confisquée malgré le discours officiel visant à encourager les Camerounais à poser leurs problèmes au pays. Qui a peur de l'expression démocratique au Cameroun? Pourquoi étrangler l'opposition et favoriser le parti au pouvoir dans le cadre des libertés publiques et le respect des droits civiques et politiques? À cette confiscation de la démocratie s'ajoute un silence assourdissant sur le Covid-Gate et l'identification des responsabilités dans les malversations financières. Selon une information Equinox, la Chambre des comptes a analysé l'opacité du profil des promoteurs de certaines entreprises attributaires des marchés et la question de leur propriété réelle. Entre autres, il y a une préqualification incohérente des prestataires spécialisés en bâtiments et travaux publics et retenus comme fournisseurs d'équipements biomédicaux, des entreprises opérant avec des prête-noms, usurpant l'identité et la raison sociale d'autres entreprises pour être attributaires de marchés publics d'un montant évalué à plusieurs milliards de francs CFA. Cette présomption de favoritisme a-t-elle ouvert la porte à des surfacturations et détournements de fonds? Ces questions brûlantes de l'actualité constituent l'ossature de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois sur ce plateau le secrétaire national du MRC chargé des affaires juridiques et judiciaires. Maître Roland Djehou est avec nous. Maître Roland Djehou, bonjour. Bonjour Monsieur Noufélé, bonjour à tous mes copanélistes, bonjour aux millions de téléspectateurs de la chaîne du peuple. J'aimerais saluer en particulier tous les prisonniers politiques du Cameroun, en particulier les militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui font l'objet depuis le 22 septembre d'arrestations et de détentions, je dirais de prise d'otages. Je leur adresse tous mes encouragements
et je souhaite que le Cameroun se mobilise comme un seul homme afin de bouter hors de son territoire tous ceux qui veulent capturer la démocratie au Cameroun. Sur le plateau de Droit de réponse ce dimanche, il est éditorialiste au quotidien La Nouvelle Expression et consultant sur Droit de réponse. Edmond Kamga est avec nous. Edmond, bonjour. Bonjour Cédric Moufélé, je salue tous les copanélistes. Je renouvelle mes salutations cordiales, amicales et fraternelles aux millions de téléspectateurs fidèles de cette émission ainsi que ma sincère affection. Je salue particulièrement nos téléspectateurs du Canada et des États-Unis, notamment d'Atlanta. Je souhaite enfin un prompt rétablissement à certains de nos panélistes habituels qui ont quelques soucis de santé. Je pense à Angelbert Lebon-Dachoua, qui est en évacuation sanitaire hors du pays en ce moment. Sur le plateau de Droit de réponse ce dimanche, il est parti de Yaoundé pour assister au débat dominical. Aristide Monod est avec nous. Aristide, bonjour. Bonjour Cédric Moufélé, bonjour à tous les co-discutants du jour. Bonjour à tous les téléspectateurs de Droit de réponse. C'est toujours avec un réel plaisir que je réponds à vos invitations citoyennes qui ont pour seul objectif désenclaver le champ politique camerounais qui est de plus en plus ruiné par des extrémismes, ruiné par la brimade politique, ruiné également par le manque de culture et la désaffection politique. Et vous savez que on ne saurait bâtir une nation démocratique si on n'a pas de démocrates. Et la démocratie commence d'abord par l'insertion dans la carte mentale du peuple. En fait, c'est cette culture qui promeut la tolérance, la civilisation des mœurs politiques, la sportisation du jeu. Et on aimerait tout simplement qu'un jour, que les uns et les autres soient reconnaissants à l'égard de ce programme qui fait tout et pour tout pour appeler les Camerounais à assumer leur citoyenneté, à la mettre en œuvre. Parce que la citoyenneté, ce n'est pas seulement les devoirs vis-à-vis de l'État, il y a également des gloires que l'État doit garantir aux uns et aux autres. Donc je suis toujours très excité d'être avec vous sur ce plateau pour apporter ma modeste contribution malgré des étiquetages. Parce que lorsqu'on n'est pas d'accord, on vous colle rapidement l'étiquette ou alors on commence à interroger vos filiations ethniques. Vous êtes, je le précise, analyste politique. Merci d'être avec nous ce dimanche. Le quatrième panéliste est parti de Garoua pour nous rejoindre ici sur le plateau de Droit de réponse. Le professeur Pascal Charlemagne Moussanga-Niamdine, membre titulaire du comité central du RDPC, professeur titulaire, spécialiste en sciences politiques, relations internationales. Professeur Pascal Charlemagne, bonjour. Bonjour Cédric, et puis merci encore pour l'invitation. Je voudrais saisir cette opportunité d'abord pour avoir une pensée vraiment pour cette dame que nous avons enterrée hier, Madame Kouma Biseke, l'ancien ministre du cadastre, qui était très proche politiquement de ma maman, comme Madame Aïssatou. C'est la deuxième vice-présidente nationale. Vous voyez, c'est une catastrophe parce que avant Madame Kouma Biseke, nous avons inhumé l'ancien Premier ministre Achidi Achou, que j'ai très bien connu, qui était un homme ouvert, vraiment ouvert. Et on a connu aussi le décès de Madame la députée Ngoyedna, qui était une très bonne amie. Mais encore plus triste, depuis 4 jours, j'avais ma lionne de Yabassi, Félicité Nyake, qui est décédée alors qu'elle était en séminaire. Elle est conseillère municipale et présidente de la sous-section où d'ailleurs ma chefferie de Yabassi Centre est hébergée. Vraiment, à tous ces moments tristes, je vais saisir pour terminer cette opportunité pour lancer un appel à l'apaisement, apaisement entre gouvernants et gouvernés, apaisement entre aussi, il faut le dire, l'opposition et mon parti, parce que, voyez-vous, le Cameroun a connu 4 constitutions. La première en 1960, la deuxième en 61, la troisième en 72, la quatrième qui est là depuis 1996. Vraiment, on a toujours vécu dans l'harmonie. Donc je lance un appel à la paix des braves,
à tous ceux qui pensent qu'ils sont Camerounais, même s'ils ont la double nationalité. Parce que vous savez, je suis un partisan de la double nationalité. Parce que quoi que l'on dise, ces compatriotes qui sont partout ailleurs, moi-même, mes enfants étant, mes garçons étant de mère antillaise, guadeloupéenne, de Guadeloupéenne, que voulez-vous, mes héritiers, les 3 garçons là, dans la chefferie, leur mère est guadeloupéenne, leur mère est antillaise. Et comment pouvez-vous penser que entre l'outre-mer, qui m'a donné des enfants, et moi-même qui suis resté camerounais, je puisse penser un jour que je peux être contre ces enfants. Donc je lance vraiment un appel de brave à tout le monde. Je voudrais qu'on se tende la main pour que le Cameroun se redresse. Alors l'appel lancé sur ce plateau contraste, Roland Guihou, avec les faits observés durant cette semaine, notamment après la manifestation des Camerounais de la diaspora contre le président de la République à Genève. On a suivi plusieurs analyses et la une de certains journaux camerounais qui estiment que c'était la manifestation de l'ethno-fascisme d'une communauté qui avait pour ambition d'accéder au pouvoir en déstabilisant le pays et en prenant en otage le chef de l'État en séjour privé en Europe. Comment avez-vous apprécié les différentes analyses sous le prisme tribal qui ont été faites cette semaine? Merci pour la question que vous me posez, M. Noufélé. Je commence par rappeler que nous devons probablement, si nous sommes au moins des intellectuels, sinon des humains, reconnaître que le tribalisme est une infirmité mentale. En français facile, celui qui lit les événements sociaux, politiques, sous le prisme des origines ou de l'identité des acteurs est purement et simplement, en tout cas de mon point de vue, un malade mental. C'est un peu comme si vous avez des enfants et chaque fois qu'ils vous élèvent des plaintes, au lieu d'écouter les plaintes qu'ils vous élèvent, vous regardez dans quel état ils sont. Vous regardez s'ils ont des vêtements propres ou pas. Vous regardez s'ils sont les enfants de votre première ou de votre deuxième épouse ou pas. Vous n'écoutez pas le problème qui est posé. Parce que ce soit, si on est dans l'allégorie d'un mariage polygamique, que ce soit les enfants d'une première ou d'une deuxième épouse, ça n'enlève rien au fait qu'ils peuvent avoir faim, si c'est la plainte qu'ils posent. Donc, nous devons commencer par ce premier élément. Le deuxième élément que je souhaite faire observer à l'attention de nos téléspectateurs, c'est que la lecture communautariste des faits politiques au Cameroun est aussi vieille qu'existe le Cameroun lui-même. En tout cas, depuis qu'existe le phénomène colonial et sa survivance qui est le néocolonialisme. Parce que nous sommes globalement dans ce qu'on pourrait appeler une post-colonie. Et je suis venu avec un ouvrage très dense que j'invite les Camerounais à lire, même s'ils ne le lisent pas de fond en comble. Ils auront déjà quelques réponses en le lisant. C'est l'ouvrage intitulé « Cameroun, une guerre cachée aux origines de la France-Afrique, 1948-1971 ». Cet ouvrage a été coécrit par Thomas Deltombe, Manuel Domergue et Jacob Tatitsa. C'est dans cet ouvrage, on note que l'administration coloniale avait déjà commencé à expérimenter quelques recettes qui ont justement connu une sorte de pic la semaine dernière à l'occasion des manifestations des Camerounais de la diaspora à Genève. C'est-à-dire que chaque fois qu'une action politique, chaque fois qu'un mouvement politique, organisé ou pas, est de nature à mettre le régime en place en face de la réalité de son être, il y a toujours une tentative, il y a toujours une manœuvre, il y a toujours une organisation qui se déploie pour manipuler l'opinion publique ou pour diaboliser l'opinion publique, pour diaboliser les acteurs de cette manifestation dans l'opinion publique. C'est ainsi, par exemple, que à la naissance de l'Union des populations du Cameroun, il y a eu toute une orchestration pour qualifier le mouvement nationaliste de communiste, pour jeter à l'opprobre ces personnes qui s'étaient réunies pour, et je cite, unir les habitants du territoire en vue de permettre
l'accession des peuples du Cameroun à la formation d'une fédération par la réalisation d'un programme politique de démocratisation rapide, d'émancipation des populations exploitées par les trusts coloniaux et l'élévation de leurs standards de vie. C'est à la page 99 de cet ouvrage. Chaque fois donc que l'un des éléments de cette trame de fond du mouvement UPCiste ressurgit sur la scène politique, que ce soit les revendications liées à l'élévation du standard de vie des Camerounais, comme c'est le cas justement quand on demande au gouvernement camerounais qu'est-ce qu'il a fait en 40 ans pour que son président, même de fait, soit obligé d'être évacué sanitaire pour se soigner à l'étranger. C'est parce que nous estimons que les Camerounais méritent un standard de vie suffisamment élevé pour pouvoir soigner chez nous-mêmes, même les maladies les plus graves, même les maladies les plus rares. Parce qu'en 40 années, on aurait pu, si on était bien gouverné, avoir ce niveau, ce plateau technique-là. Donc, je reviens à ce que je disais. Chaque fois donc que les autorités régnantes ont l'impression qu'une contestation est susceptible d'entraîner ou d'impacter, on convoque les recettes et les vieilles recettes lambertoniennes pour stigmatiser des communautés. Et encore une fois, il y a toujours eu des relais locaux qui, justement, empruntent au logiciel colonial pour tenter de donner l'impression aux Camerounais qu'en réalité, il ne s'agit pas d'une revendication nationaliste ou patriotique, en tout cas concernant l'intérêt général, mais qu'il faudra plutôt lire cela sous le prisme de l'identité des porteurs. C'est-à-dire qu'on regarde le porte-parole, on n'écoute pas la parole. Et j'ai été plutôt affligé de noter que cet exercice a été aujourd'hui appliqué par des personnalités qui peuvent représenter quelque chose dans le monde académique. Je suis heureux que le professeur Moussanga Niamding soit convié à cet échange. J'espère qu'il aura la hauteur du scientifique pour ne pas verser lui aussi dans ce qu'on a vu récemment, en tout cas la semaine dernière ou les semaines dernières. On a clairement vu une montée qu'on peut assimiler à la théorisation de la haine marquée communautairement sur le style qu'on a pu voir le Théoneste Bagosora ou les membres de la CASU au Rwanda promouvoir. En fait, on construit un adversaire communautaire. On vous invite à ne regarder les choses que du point de vue des contours de cet adversaire communautaire qu'on a indiqué. On le jette à la vindicte populaire. On convoque des soi-disant théories. J'ai entendu par exemple un certain professeur indiquer qu'il y aurait comme une ambition derrière l'idée du changement pour une communauté d'imposer une dictature aux autres communautés. Et quand j'entends qu'il y a des presses, des journaux et même des responsables au plus haut niveau du parti de monsieur le professeur Moussanga Niamding qui convoque ce fameux concept d'ethnofascisme, je me dis, oui, on ne pouvait pas être surpris. C'est la convocation des mêmes recettes. Parce qu'au fond, chaque fois qu'on jette à la face du monde le thème, la théorie de l'ethnofascisme, qu'est-ce qu'on veut dire? Ça, il faut que les Camerounais le comprennent. Les Camerounais doivent comprendre que chaque fois qu'on convoque le thème de l'ethnofascisme, on veut leur dire simplement ceci. On veut leur dire que au Cameroun, il y a une communauté qui veut prendre leur pouvoir ou le pouvoir de ceux qui l'exercent aujourd'hui pour l'exercer sur une base communautaire et dictatoriale. Voilà ce qu'ils veulent dire aux Camerounais. Mais je dois rappeler, je pense que je pourrais finir par là pour cette première prise de parole, je pense pouvoir rappeler que ce cache-sexe est très souvent usité au Cameroun lui aussi. En 1992, alors que le Social Democratic Front faisait la pluie et le beau temps, en tout cas en ce qui concerne les revendications de l'opposition, un certain politologue, et juriste d'ailleurs du reste,
était de ceux qui, fondant un journal tristement célèbre, a cru devoir créer le concept d'anglobamie. Cela participait toujours de la stigmatisation communautaire à des fins de lutte politique, voire politicienne. Une année avant 1992, lorsque le président de l'UNDP, l'ancien premier ministre M. Bello Bouba, prend la tête de l'UNDP, cette fois-là, ce n'était plus les anglobamis. C'était la communauté à laquelle appartient, M. Bello Bouba, qui a été jeté à la vindicte populaire. Comme cela a été le cas dans les encablures du fameux coup d'État du 6 avril 1984. Cela a également été le cas lorsque Ernest Ouandié menait la lutte dans le Maquis. Cela a surtout été le cas dès 1947-1948, lorsque l'UPC, qui formulait les revendications dont j'ai donné citation au début de mon propos, posait de sérieux problèmes au projet colonial français, on a cru devoir jeter à la vindicte populaire la communauté Bassa à laquelle le leader nationaliste appartenait, comme pour indiquer aux autres Camerounais de créer autour du pouvoir colonial, du pouvoir dictatorial, une sorte de sentiment ou de consensus anticommunautaire. Et c'est ce même sentiment anticommunautaire qui est utilisé chaque fois pour refuser de regarder les problèmes du Cameroun en face. Et c'est un peu l'effet du miroir qui est convoqué. C'est-à-dire qu'on projette sur les autres ce qu'on pense pour soi-même et ce qu'on fait pour soi-même. Et cela de manière parfois très institutionnelle. Parce que quand cela se fait, on ne voit pas où est-ce que l'autorité, la puissance publique intervient. Justement, on va siffler la fin du match. On va décrypter la réaction et l'attitude du gouvernement. Certes, les raisons officielles du séjour privé en Europe du chef de l'État n'ont pas été dévoilées, Edmond Kambia, mais cette manifestation de la diaspora camerounaise qui suscite des analyses avec un prisme communautaire, avec une tentative d'explication d'un leadership communautaire qui vise à déstabiliser le pays. Quel regard portez-vous sur ces différentes réactions, à la fois dans la presse, également dans les analyses d'une certaine intelligentsia camerounaise? Oui, avant de répondre à cette question, il est important également de retourner dans l'histoire pour mieux comprendre l'instrumentalisation du tribalisme dans la vie politique au Cameroun. Et je la situe autour de 3 dates. Les années 50, les années 90 et les années actuelles, c'est-à-dire les années 2020. Pour être plus précis, entre 2017 jusqu'à ce jour. D'abord, les années 50, c'est-à-dire quelques années seulement après la naissance de l'UPC, qui s'est révélé au Cameroun comme sur le plan africain et international, comme une formation politique patriotique, nationaliste, dont les leaders étaient déterminés à obtenir la réunification et l'indépendance du Cameroun. On a vu à cette époque-là le tout premier gouvernement du Cameroun avant l'indépendance, notamment à travers le discours tonitruant du premier ministre du Cameroun, André Marimbida, lorsqu'il s'est retrouvé dans l'Union Ekele pour prononcer un discours dangereux pour l'unité nationale, déjà à cette époque. Parce qu'il demandait aux populations Bassa, qui étaient solidaires dans la lutte nationaliste avec les populations bamileke, de se désolidariser des bamileke. Il leur donnait l'impression que le combat que mène le peuple Bassa aux côtés du peuple bamileke pour chasser les blancs, pour le dire ainsi, avec ou sans guillemets, n'était pas le bon combat. Que le bon combat était de soutenir les institutions, c'est-à-dire l'administration coloniale, qui, à travers lui, André Marimbida, commençait à gouverner le Cameroun, mais dont lui-même n'était pas favorable à l'indépendance immédiate. Et il faut le dire à ce moment précis que l'instrumentalisation du tribalisme par l'administration coloniale déjà à cette époque, il y avait ces fantoches qui étaient au pouvoir, je dis bien, le premier ministre du Cameroun avant l'indépendance, a montré que ce mal-là
avait des velléités claires et précises pour une continuité visant à diviser les Camerounais. Parce qu'à l'époque, il faut le dire, l'administration coloniale, avec cette philosophie, ce slogan, diviser pour mieux régner. Et c'est ainsi que lorsque l'on accède à l'indépendance, en tout cas l'indépendance du Cameroun français, c'est-à-dire le 1er janvier 1960, souvenez-vous, il y a le colonel Jean Lamberton, un Français, qui, dans une sortie, dans des écrits devenus historiques aujourd'hui, tristement historiques, dit que le Cameroun entre à l'indépendance avec un caillou dans la chaussure. Et ce caillou dans la chaussure, c'est un peuple... C'est un peuple qui décrit comme une organisation sociale que les Français n'ont jamais vu ailleurs dans d'autres colonies. Un peuple organisé, structuré, solidaire, pour lequel l'administration coloniale française n'a pratiquement rien à apprendre. Je dis bien rien à apprendre. Ils n'ont jamais vu ça ailleurs. Et ils estiment, et Jean Lamberton disait que le Cameroun avait un caillou dans la chaussure parce que la France, la métropole, aura du mal à diriger le Cameroun ou à gouverner le Cameroun à travers ceux qui seront au pouvoir tant que ce peuple-là sera toujours au Cameroun. Ça, nous sommes déjà dans les années 60. Donc l'instrumentalisation du tribalisme se poursuit. Et il faut le préciser avant que je n'avance, c'est que chaque fois, aussi bien dans l'administration coloniale française que dans l'administration néocoloniale, c'est-à-dire celle d'après l'indépendance, un constat est clair. Avant l'indépendance, comme après l'indépendance, avec ceux qui ont pris le pouvoir et dirigent le Cameroun jusqu'aujourd'hui, on constate qu'il y a 3 formations politiques qui ont fait preuve de popularité, crédibilité, de légitimité auprès des populations. Avant l'indépendance, il s'agit de l'Union des populations du Cameroun. Après l'indépendance, il y a les années 90, il y a le Social Democratic Front, qui, à travers la dynamique de l'Union pour le changement, le leadership de Ni John Fundi, a fait peur au gouvernement, notamment aux pontes du régime. Et à ce moment-là, on a vu clairement se dessiner des attitudes et comportements des pontes du régime, notamment d'une élite, d'un membre du gouvernement qui était à l'époque, parce que maintenant je suis dans les années 90, qui était à l'époque secrétaire général à la présidence, qui a exercé plusieurs fonctions ministérielles, et qui est justement un professeur agrégé de droit public, qui est le fondateur du concept d'Anglo-Bami, dont parlait tout à l'heure Maître Roland Diéou. Il voyait dans la candidature de Ni John Fundi un danger. Parce que selon lui, il était soutenu non seulement par les anglophones des 2 régions du Cameroun, mais par les populations bamileke. Or, la dynamique de l'Union pour le changement, dans les années 90-92, n'était pas constituée que des bamileke ou des anglophones. Et je peux même dire ici, pour l'histoire, pour dire la vérité, face à l'histoire, que l'Union pour le changement, les initiateurs, c'est l'UPC. C'est l'UPC qui est au cœur de l'Union pour le changement. À l'époque, c'est De Tomasa qui coordonnait l'UPC. Donc, tout l'UPC nationaliste réuni à cette époque-là a estimé qu'il fallait, pour l'élection présidentielle du 11 octobre 1992, un candidat courageux, un candidat dont la formation politique est acceptée, aussi bien par les anglophones que par les francophones. Et c'est ainsi qu'avec le charisme de Ni John Fundi, il s'est retrouvé être le candidat non seulement de son parti, le SDF, mais surtout de la dynamique que j'appelle l'Union pour le changement. Or, l'Union pour le changement, c'est un regroupement de formations politiques de l'opposition, de personnalités indépendantes, y compris des intellectuels, mais aussi des associations qui avaient pignon sur la rue à cette époque. Et je disais donc que lorsque Ni John Fundi est allé à l'élection présidentielle, et on sait les résultats officiels ou officieux, on sait qu'officiellement, selon le président de la Cour suprême de l'époque, Dipanda Moelle, qui avait sué, je dis bien beaucoup sué, lorsqu'il prononçait les irrégularités, les nombreuses irrégularités qu'il y a eu au cours de cette élection présidentielle, mais curieusement, alors que la population s'attendait à 2 choses, l'une ou l'autre chose. Parce que la première réaction de Dipanda Moelle, le président de la Cour suprême de l'époque, aurait soit été d'annuler l'élection pour ces nombreuses irrégularités, ou alors
de donner le véritable résultat. Parce que si vous regardez les vidéos, pour ceux qui ont la chance d'avoir les images de l'époque, lorsqu'il lisait les résultats de l'élection présidentielle du 11 octobre 1992, il avait le regard figé sur deux personnalités dans la salle, qui semblaient le menacer du regard. Il s'agit de Jean Fouchevé, de regretter mémoire, et de Gilbert Anzetsongi, de regretter mémoire. J'ai bien vu et revu ces images, et j'ai eu le sentiment que ce monsieur, il a sûrement aujourd'hui des problèmes de conscience, dans sa conscience. Parce que ce résultat, visiblement, il ne l'avait pas donné en son âme et conscience. Mais toujours est-il que, selon les résultats de l'élection présidentielle du 11 octobre 1992, c'est Paul Biya qui a gagné les élections. Il a déclaré vainqueur. Mais selon les résultats que nous avions compulsés à l'époque, j'étais déjà rédacteur en chef de la Nouvelle Expression, nous avons la chance d'avoir couvert, n'est-ce pas, plusieurs localités du pays, et les informations qui nous parvenaient des principales bastions, des principales villes bastions de l'opposition, mais aussi d'autres localités dans le grand nord du pays, nous donnaient des informations selon lesquelles c'est ni John Fundi qui aurait gagné l'élection présidentielle du 11 octobre 1992. C'est pour vous dire que chaque fois que des formations politiques de l'opposition et leurs leaders ont fait preuve de sagacité, de courage et de témérité, le pouvoir a utilisé un vocabulaire, des éléments de langage qui visent à diaboliser, à déstabiliser non seulement le leader, mais sa formation politique. Et je le disais tantôt, dans les années 50, c'était l'UPC, avec une équipe forte dans le comité directeur, notamment son secrétaire général Ruben Omniobert, le président Félix Roland Momier, qui, il faut le rappeler, est décédé à Genève après avoir été empoisonné. Il y avait Abel King, le vice-président Abel King et Ernest Wandier. Dans les années 90, c'était ni John Fundi, le leader du SIF, mais davantage le candidat de l'Union pour le changement, de ce grand regroupement que le Cameroun devrait encore avoir s'il tient à aller loin, n'est-ce pas, s'il tient à envisager un véritable changement au Cameroun. On a eu dans les années, je le disais, dans les années 2020, mais je la situe précisément entre 2017 et 2018, et à ce jour, il y a le mouvement pour la renaissance du Cameroun, dont le candidat à l'élection présidentielle, Maurice Kamto, a eu pratiquement l'étoffe de ses prédécesseurs de l'époque. C'est-à-dire qu'il a eu l'étoffe que ni John Fundi a eu en 1992. Et on a vu comment, curieusement, c'est le fils de l'autre qui a créé la notion, le concept d'Anglo-Bami, qui a également créé sa propre expression, le concept de tontinat. Il dit c'est le fils de l'autre. De tontinat, pour exprimer, n'est-ce pas, selon lui, la volonté du leader du MRC d'estimer que le moment est venu de gagner également la tontine, c'est-à-dire de remporter l'élection présidentielle, que les Bamileke ont toujours tout apporté, mais à toutes les formations politiques, mais n'ont jamais pris le pouvoir. Et l'expression tontinat donc s'adresse à tous ceux-là qui sont autour de Maurice Kamto, et particulièrement aux Bamileke. Et nous voici dans une situation où, à Genève, pour répondre à votre question directement, les mêmes utilisent les mêmes éléments de langage pour laisser croire que le leadership de la diaspora, c'est-à-dire des gars de la base, qui ont fait preuve d'une forte mobilisation à Genève et qui depuis 2 ans ont pratiquement contraint le chef de l'État à ne plus faire des déplacements, veulent laisser croire qu'il s'agit encore des Bamileke qui ont le leadership, ce qui est archi faux. Et nous avons pu le démontrer dimanche dernier, comme nous pourrons le faire à toute autre occasion, que c'est un leadership qui est constitué des Camerounais de toutes les régions. Je dis bien, prenez les noms, les pseudonymes, les vrais noms de ces leaders de la diaspora qui existent, qui ont existé avant la naissance du MRC, il faut le dire. Parce que de dire et de faire croire que ce sont les Bamileke, ce sont des gars du MRC qui ont le leadership de la base, c'est archi faux parce qu'ils existent et ont toujours agi. Et la première action, c'était avant la naissance du MRC. Et ils ne sont pas que Bamileke. Après vous, Edmond Kandia, Aristide Mono, le secrétaire général du comité central du RDPC, secrétaire général adjoint,
a indiqué sur son compte Facebook officiel qu'il y a une montée de l'ethnofascisme et de la haine au Cameroun. Il appelle tous les Camerounais à combattre les violences sous toutes ses formes. Comment analysez-vous ce message? Le Cameroun, la nation camerounaise est-elle vraiment menacée par ces différents fléaux et quelles en sont les manifestations? Quel est le diagnostic que vous posez? Déjà, c'est écrit qu'il faut noter qu'il existe deux types de tribalisme. Il y a le tribalisme primaire, il y a le tribalisme politique. Le tribalisme primaire, c'est celui-là qui est tout simplement adossé à un certain instinct, qui peut habiter des communautés que Max Weber peut qualifier de communalisme, c'est-à-dire le sentiment d'appartenir à une même communauté. Ça relève tout simplement du chauvinisme. Et ce genre de tribalisme mobilise en fait les replis pour des buts, pour un but instrumental. Donc on peut parler de l'instrumentation en fait des appartenances tribales ou des appartenances ethniques. Pour ce qui est du tribalisme politique, à ce moment, je pense que la seule chose qu'il y a à convoquer, c'est l'instrumentalisation qui est différente de l'instrumentation. L'instrumentation, c'est-à-dire qu'on utilise tout simplement pour des fins communautaires, sans toutefois rentrer peut-être dans des logiques calculatrices de quelques individus, quelques activistes des différentes communautés. Et ce qui fait beaucoup plus mal dans le cas camerounais, comme dans le cas africain en général, c'est le tribalisme politique, pas le tribalisme primaire. C'est le primaire, en fait, se limite tout simplement à la préservation des ressources qui sont généralement économiques, n'ont rien à voir avec des luttes politiques politiciennes. Et pour ce qui est donc du tribalisme politique, je pense qu'au Cameroun, il y a, pour ce qui est des différentes positions occupées par des communautés ethniques, on peut noter déjà un tribalisme hégémonique, qui est en fait utilisé par les radicaux et leurs alliés, des radicaux qui viennent de la communauté de celui qui est au pouvoir, c'est-à-dire les Bétis, ce que les autres appellent les écans, pour ne pas parler de Fambeti et Bouloué. Ils disent tout simplement des écans. Donc, qu'ils opèrent, en fait, les radicaux de cette communauté opèrent dans le tribalisme hégémonique. Maintenant, il y a le tribalisme contestataire, qui conteste, en fait, le tribalisme hégémonique qui est produit par des radicaux de la communauté de celui qui est au pouvoir. Et ce tribalisme contestataire est à la fois défensif et offensif. Offensif parce qu'il s'agit de concret le projet des extrémistes communautaires hégémoniques, donc c'est-à-dire des extrémistes bétis. Parce qu'il faut dire des choses telles qu'elles se présentent. Il y a des extrémistes bétis qui estiment que le pouvoir doit rester entre les mains des bétis pour des siècles et des siècles, et que le président de la République, Paul Biya, devrait également rester là pour des siècles et des siècles. Même si on est dans l'illusion, même si on est plutôt dans la chimère, mais il y a ceux qui croient que cela peut être une réalité, c'est-à-dire la conservation éternelle du pouvoir. Et il y a dans la catégorie des tribalistes contestataires, il y a ceux qui font dans la défensive. Vous voyez par exemple la posture des Nordiques aujourd'hui, qui est une posture de contre-attaque, c'est-à-dire qu'à chaque fois que les intérêts communautaires nordiques sont touchés, forcément, vous avez la sortie des élites qui ne sont pas en fait des mandataires, parce qu'il faut le noter, ils ne sont pas des mandataires, je parle des extrémistes, des sorties. Vous avez eu par exemple, à la suite de l'appel de la Léquier, je pense en 2014, où les élites de la Léquier se sont décidées de poser l'affaire Boko Haram sur les nordistes. Vous avez vu, le président de l'Assemblée nationale a utilisé les papiers de l'Assemblée nationale pour répondre au nom du Grand Nord qui n'est pas formellement constitué, mais qui existe communautairement, ça veut dire dans des représentations, dans ce que j'ai qualifié tout à l'heure de communalisme, le sentiment d'appartenir à une même communauté. Il y a également ceux qui sont qui sont sournois en fait, c'est-à-dire des communautés qui vivent
en silence, sans toutefois manifester leur gêne, qui vivent mal le tribalisme hégémonique des bêtis. Ça fait donc en sorte que, à un moment donné, on se retrouve avec un cocktail qui est en train de se condenser et qui pourra exploser au cas où rien n'est fait. Et ce qui gêne dans cette histoire, ce n'est pas le débat des activistes. Parce que toutes les communautés ont des activistes extrémistes communautaires. Mais le véritable souci, c'est ceux qui doivent réguler, ceux qui doivent tempérer les ardeurs, ceux qui doivent arbitrer, ceux qui doivent modérer le débat. C'est là où se situe tout le problème. Parce que dans toutes les nations, il y a des extrémistes communautaires. Seulement, les degrés de régulation de ces extrémismes est assez élevé de sorte que ces extrémismes ne peuvent pas prendre le pas sur ce que constitue la communauté nationale qu'on appelle tout simplement la nation. Et là, on interroge donc, en fait, la posture très questionnable, très querellable même, des officiels camerounais qui sont les premiers garants de la régulation, de la domestication de ces velléités extrémistes communautaires. Quelle est la posture des officiels étatiques? La posture, c'est de souscrire tout simplement à l'idée d'un ethnofascisme. En souscrivant à l'idée d'un ethnofascisme, on devient forcément un tribaliste. On devient naturellement un tribaliste. Et vous avez vu, lorsque la base commence ses activités, on impose aux élites RDPC ressortissants de l'Ouest de se désolidariser de la base. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, on les accuse. On leur demande d'arrêter leurs enfants. C'est de ça qu'il s'agissait. Pour vous, vous ne voyez pas de lien entre cette manifestation des activistes de la diaspora et du fait qu'il y ait des élites originaires de la même région qui manifestent également leur soutien au président national de leur parti politique, le RDPC? Je vais répondre à votre question, mais permettez-moi d'abord d'évoluer dans la lutte responsabilité qui revient au régulateur. Le premier régulateur, je l'ai cité, c'est l'État qui, curieusement, rentre dans ce jeu et qui utilise le média gouvernemental. Le média gouvernemental, c'est quoi les médias dans une république, dans une nation? Les médias constituent ce qu'on appelle, Althusser appelle l'appareil idéologique de l'État. L'idéologie, c'est pour donner une orientation intellectuelle, une orientation mentale au peuple. Lorsqu'on vous dit par exemple l'American First, c'est une idéologie qu'on implante dans la carte mentale de la société pour que chacun comprenne que l'Amérique vient d'abord. Ainsi de suite. Mais curieusement, vous avez la CRTV qui organise des plateaux et fait venir des journalistes pour venir conforter l'idée d'un ethnofascisme en cours ou d'une prise de pouvoir sur la base des velléités communautaires pour dominer d'autres communautés. À côté de ces appareils étatiques, vous avez des acteurs para-étatiques que constituent non pas des intellectuels, mais des universitaires. C'est-à-dire que ceux qui ont la charge de donner la grande science au peuple, mais qui rentrent dans ce jeu. On peut bien accepter qu'on ait de temps en temps une sociologie des acteurs. Mais est-ce que c'est prioritaire dans le cas des luttes politiques? Est-ce que c'est prioritaire dans le cas de la base? Roland l'a relevé tout à l'heure. Au lieu de mettre en exergue prioritairement l'arithmétique des origines ethniques, la comptabilité des origines ethniques, le recensement des origines ethniques de ceux qui posent les problèmes, il faut commencer par les problèmes. C'est à l'issue du traitement rigoureux de ces problèmes qu'on pourra donc voir si il y avait tout simplement un autre projet. Il faut également voir la finalité des problèmes posés. Si on revient sur le cas de la base, la résolution de la crise anglophone, est-ce que si on résout la crise anglophone, les premiers bénéficiaires seront les Bamileke? Le problème de
des détournements de fonds. Si aujourd'hui on essaie de récupérer notre argent ou de stopper la fuite de ces sous, est-ce que les premiers bénéficiaires seront les Bamileke, c'est-à-dire la communauté Bamileke? Si aujourd'hui on a un code électoral consensuel avec un jeu qui est pacifié, sportisé, est-ce que les premiers bénéficiaires seront les Bamileke? Si ce sont les Bamileke, à ce moment, on peut dire que c'est un projet communautaire. Mais curieusement, ce qui intéresse certains universitaires, c'est tout simplement l'arithmétique des origines ethniques de ceux qui posent les problèmes. Et cela relève donc de la diversion. Donc pour vous, est-ce qu'il n'existe pas de lien entre ce leadership des activistes de la diaspora et le fait que des élites du parti au pouvoir manifestent à nouveau leur soutien à leur chef et au président de la République pour montrer qu'ils ne sont pas d'accord avec d'autres membres de leur communauté? C'est vrai que si je rentre dans ce jeu, dans cette sociologie des origines ethniques de ceux qui portent les causes, tout en émasculant totalement les causes, ça signifie qu'ils sont en train de désorienter le peuple. Nous ne sommes pas dans la comptabilité des origines ethniques de ceux qui posent les problèmes. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est la pertinence des problèmes qui sont posés. Après avoir interrogé la pertinence de ces problèmes, après avoir vu leur matérialisation en termes de résolution de ces problèmes, et qu'on se retrouve toujours avec ces velléités, c'est à ce moment qu'on dira tout simplement qu'on était dans un projet communautaire, communautariste. Je vous dis, c'est une diversion qui relève de l'ablation des menaces au régime. L'ablation, ça signifie qu'on coupe. Lorsqu'une opposition naît, on fait un cantonnement tribal, on essaye de faire en sorte que ça soit un projet, non pas de la nation tout entière, parce qu'on ne veut pas populariser le projet, parce qu'on ne veut pas une certaine adhésion populaire au projet. On préfère donc procéder par ce cantonnement qui vise tout simplement l'ablation. L'ablation se situe à quel niveau? C'est dans le reste des communautés. On peut donc faire comprendre au reste des communautés que la communauté X, la communauté nordiste ou la communauté Bamileke veut venir avec son projet et n'adhérer pas à ce projet. Et ça permet donc de neutraliser toute menace au régime. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut que les Camerounais soient assez conséquents, que chacun fasse sa petite comptabilité. Un petit bilan à mi-parcours de 40 ans de tribalisme. Chacun individuellement, qu'il essaye de voir ce qu'il a gagné de cette histoire. Et après cette comptabilité, je suis convaincu que beaucoup réaliseront qu'en fait, c'est un faux combat qu'on veut imposer aux Camerounais, un combat des politiciens et d'abord de l'ogre au pouvoir qui est le principal bénéficiaire de ce jeu. Je dis bien c'est l'ogre au pouvoir qui est le principal bénéficiaire de ce jeu parce que ça permet à chaque fois d'ostraciser ou alors de stigmatiser toute opposition. Donc ce n'est pas la stigmatisation de la communauté, c'est en fait la stigmatisation de l'opposition via la stigmatisation communautaire. Alors justement, sans stigmatiser aucune communauté au Cameroun, j'aimerais interroger le regard que porte le professeur Pascal Charlemagne Ossanga-Niamdine sur cette montée de l'ethnofascisme, cette haine tribale, pour reprendre les propos du secrétaire général adjoint du comité central de RDPC, Grégoire Arona. Avez-vous le même sentiment sur ces replis identitaires, sur cette tribalité utilisée dans la sphère politique pour dénigrer des adversaires politiques ou monter les communautés les unes contre les autres? Non, c'est politique. Et je voudrais qu'on évite l'hypocrisie parce que les morceaux choisis par les uns et les autres, certains sont vrais, certains sont totalement erronés et faux. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, en anthropologie politique, on distingue le communautarisme rationnel et le communautarisme radical. Le communautarisme rationnel renvoie à l'affirmation d'une personnalité, d'une appartenance à un groupe. Moi, je suis Sawa. Vous montez, vous descendez, je suis un Sawa, je suis Yabassi. Avant d'être Camerounais. Et c'est une réflexion qui a été menée même par des personnes comme Ernest Renan dans Qu'est-ce qu'une nation? En Afrique, il faut le dire, la nation a précédé l'État.
que les gens soient contents ou pas, c'est la réalité. Et ça veut dire que, alors qu'en Occident, c'est l'État qui a précédé la nation. Ça dit que nous sommes un système communautariste, mais qui a été mal ficelé par l'héritage colonial. J'ai été très heureux d'ailleurs que Maître ait cet ouvrage de M. Deltombe, parce que je l'ai bien lu et revu, où il pose effectivement le problème du tribalisme et du génocide, français au Cameroun. Mais aussi, il arrive quand même à montrer comment, à un moment donné, les Camerounais se sont radicalisés. Et parce que c'est un héritage colonial. Il montre le mal que la colonisation nous a effectué. Mais il faut quand même rappeler scientifiquement que lorsque vous vous appuyez sur le communautarisme rationnel, ben écoutez, on appartient d'abord à une ethnie avant d'appartenir à une autre. Pourquoi on devrait avoir honte de ça? Je vous dis que c'est une réalité. Alors que le communautarisme radical, c'est lui qui fait mal. Ça veut dire qu'on peut appartenir à une ethnie, être différent au sein d'un État comme le Cameroun, et reconnaître que nous sommes différents mais complémentaires. Est-ce qu'il y a des champs de repères où on peut affirmer cette complémentarité qui a construit ce pays? Oui, regardez le football. On a même eu au Cameroun à un moment donné notre équipe nationale où il y avait deux frères, Kana et Omambi, qui étaient dans la même équipe. Ça n'a choqué personne parce que en fait le communautarisme rationnel démontrait qu'ils étaient efficaces et ils apportaient quelque chose aux Lions indomptables. On a même eu ici, restons dans la métaphore du football, dans les années 70, les grands lions, c'était les Sawa. Dans les années 80, les grands lions, c'était les Beti, la Begalembi, la Lenkono, etc. Et puis dans les années 90, c'était les Bassa. Ça ne choquait pas. Pourquoi ça ne choquait pas? Parce que ce que les anthropologues, l'anthropologie politique appelle le communautarisme rationnel, ça contribue à la construction de la nation. C'est-à-dire, on se dit que bon, nous sommes différents mais complémentaires, mais celui-là est plus efficace. Bon, on a donc eu des politiques, effectivement, qui ont peut-être fragilisé cela, mais il fallait peut-être cet équilibre, ce qu'on a appelé la politique d'équilibre régional. Ramenez donc à Genève. De quoi il s'agit? Il s'agit du communautarisme rationnel et du communautarisme radical. Sur quel point précis? Qui est politique. Suivez-moi bien. Paul Biya, président de la République, gagne les élections présidentielles du 7 octobre 2018. Mais dans cette élection, il est contesté. Il est contesté par le MRC qui dit non, c'est nous qui avons gagné. Restons dans les faits. Bon, alors de l'autre côté, dans la contestation, il est appuyé par un mouvement. Je rejoins effectivement ici Edmond Camia, le très d'ailleurs courageux Edmond Camia, qui rappelle qu'il y avait les tontinards. Mais de l'autre côté, qui ont désigné Sardinard? C'était déjà une approche réelle de ce que les anthropologues appellent le communautarisme radical. C'est-à-dire un groupe de personnes, au-delà de leur identité, parce que la sardine, c'est quelque chose qui n'a pas de tête. Donc ça veut dire que, oui, mais écoutez, donc ça veut dire que la stigmatisation naît donc de ces deux fronts. De ces deux fronts, qui ont hérité de quoi? Qui ont hérité d'un modèle colonial, mais qu'on a perpétré déjà ici dans les années 90. Rappelez-vous lorsqu'il y avait la démocratie, regardez les associations qui montaient, association des taximans, on disait qu'ils étaient la plupart étaient de l'Ouest, l'association de Djekam Tchameni, carton rouge et jaune, association des droits de l'homme, mon ami Tchungang, etc. On a donc estimé que le communautarisme rationnel bamileke s'est transformé en communautarisme radical. C'est ça qui s'est passé en 92. Et dans cet élan, suivez bien ce qui va se passer. Il y aura élection. Vous savez que lorsque vous faites de la sociologie politique ou de l'anthropologie, on dit ici, Durkheim, c'est le fait social qui explique la réalité et qui nous permet de situer les uns les autres. Revenons donc à l'élection présidentielle. Vous allez voir la relation avec Genève, d'octobre 2018. Bien, vous allez voir que quand vous prenez les résultats des élections, moi je suis politologue et juriste, j'ai observé, et j'ai une petite identité que beaucoup ignorent. Je suis membre depuis 25 ans du laboratoire d'anthropologie juridique et politique de l'Université de Paris 1. Ce centre de recherche qui nous permet de comprendre comment fonctionne l'État africain, néocolonial ou postcolonial. Mais moi je constate quand même que partout où le MRC a gagné, ce sont les zones bamileke. Mais il n'y a pas de honte. Un bon anthropologue et quelqu'un de rationnel dit oui, c'est le communautarisme rationnel qui joue parce que dans la coalition des ethnies et des groupes, mais écoutez, vous n'êtes pas obligé de rester
avec un gouvernement central où vous estimez qu'il ne partage plus vos intérêts. Mais lorsque vous analysez les résultats de la présidentielle, qu'on soit clair, vous m'aviez indiqué ici que dans les villes comme Yaoundé, je voulais en venir. Douala, c'est plutôt le candidat du MRC qui a remporté ces élections. Est-ce que ce sont des hommes qui sont exclusivement de sa région d'origine? Oui, j'ai fait cette sociologie. Le MRC a gagné dans les quartiers où il y a majoritairement les Bamilékés, à l'ouest d'abord. Je vous donne d'abord le résultat de l'ouest. J'étais dans cette commission qui recueillait les résultats. Avant que les résultats du Noun arrivent, M. Kamto avait 51% de l'ouest Bamiléké. C'est quand les résultats du Noun sont arrivés, où Paul Biya a eu près de 80%, que Paul Biya est passé au-dessus du ministre Kamto. Dans les villes comme Yaoundé et Douala, ce n'est pas mauvais. Moi, je vous dis quelque chose, il n'y a pas de honte à dire que, rappelez-vous dans une analyse sur ce plateau, je vous avais dit, l'Ouest n'était plus avec le pouvoir central. Le Nord-Ouest n'était plus avec le pouvoir central. Le Sud-Ouest n'était plus avec le pouvoir central. Le Nord s'est positionné avec 10 millions d'électeurs. Et puis nous, les Sawa, nous sommes perdus, nous sommes minoritaires. Mais c'est vrai. Et quand vous regardez les résultats du président de la République aux dernières élections, vous allez vous rendre compte qu'il y a une explosion du communautarisme rationnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président Paul Biya, à partir d'une politique que certains ont critiquée, se sont retirés du jeu et ont dit, mais c'est une alliance. Achidi Achou n'a-t-il pas lui-même dit que politique Ndjangui, tu me donnes, je te donne. Il n'y a pas de honte à dire que je suis Bamléké, je défends d'abord les intérêts des Bamléké. Je suis Yabassi, je vous prends un cas. Il faut l'illustrer parce que les gens sont hypocrites. Lorsque j'ai été illégalement envoyé à Garoua, mais écoutez, mes oncles Eton, dont Mono en est un, il y a au moins 80% de chefs Eton qui m'ont appelé. Récemment, Inke a écrit, il dit, regardez, nous les Eton, on n'a plus rien. Le pouvoir n'est pas Betty, le pouvoir est Nanga et du Sud. Et il dit, Olangana est en prison, Ngoulou est mort. Il a encore pris Ntomongere est en prison. Et il m'a cité mes oncles Eton lésés. Et à la fin, il m'a même fait comprendre que dans les postes où on Eton père, par exemple, Ntomongere était à l'autorité portière, ailleurs, on remplace par exemple un originaire, il nous disait, de Nanga, par un Nanga, quand on l'enlève DG au ministre. Par exemple, à l'ENAM, quand on a enlevé Ndong qui est parti, ce n'est pas un Eton qu'on a remplacé. Et ils m'ont dit que tu es notre fils, nous n'acceptons pas ça. Au village à Yabassi. Mais attendez, les chefs Sawa m'écoutent. Une soixantaine de chefs Sawa m'ont appelé. Ils m'ont dit, mais écoute, on ne comprend pas. Comment c'est toi? Tu es chef d'abord chez nous. Je vous parle du communautarisme radical de chez moi. On ne peut pas comprendre comment un garçon comme toi, d'abord à l'université, ils m'ont fait la rationalité. Mais la plupart des grandes écoles, Lyrique, c'est un homme du centre. L'école normale, c'est le centre. Polytech, c'est le centre. L'école de journalisme, ils m'ont parlé. Et ils m'ont dit que comment on peut comprendre ça. Il y a un autre chef supérieur d'une camp qui est venu me dire, mais regarde la présidence. Lorsque le président Biya, maintenant, s'en va en déplacement, qui on a? On a Paul Biya, qui est Betty. On a le DCC, qui est du Sud comme lui, Betty. Et puis, on a le contre-amiral, qui est Betty comme lui. On appelle ça le communautarisme qui se radicalise. Donc, ramenez donc à la base, il n'y a pas de honte. Je voudrais qu'on le dise, que quelque part, il y a un repli ethnique à partir de nouvelles compositions qui se sont faites. Mais c'est que les ethnies oublient. Mais écoutez, on a eu un département ici, un petit arrondissement de rien du tout. Permettez-moi, je ne sous-estime pas cet arrondissement en tant que tel. Zoïtele a eu, à un moment donné, 4 ministres. Il y avait Zemeka, qui était à la défense. Il y a l'ancien DCC, Belinga Iboutou, qui était là. Il y avait la DGS qui était tenue à l'époque par Mbongo. Et puis, il y a un autre Ababa qui tenait les finances. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour ces populations? La question que je voudrais vous poser, Rien. professeur Messanganya, oui. Est-ce que les revendications des activistes de la diaspora camerounaise sont les revendications communautaristes? Est-ce que les problèmes qu'ils posent depuis des années, puisque ce sont sensiblement les mêmes qui manifestent depuis de nombreuses années, à chaque déplacement du chef de l'État à l'étranger, est-ce que les revendications sont d'ordre communautariste? Oui. Moi, je peux vous dire... Lesquelles? Permettez-moi. Merci. Je vais répondre sincèrement. Nous sommes là pour faire l'éducation populaire.
à un moment donné, il y a eu 3 types de diaspora. Moi, je suis de la diaspora. Hein. Je vous dis que j'ai une maison en France, j'ai une famille en France, je suis rentré au Cameroun. Et je vais vous dire que la première diaspora, ça n'existait pas. C'était les exilés, la Belle Yinga, l'Indi, Toumaza, les gens Michel Tekam, les Kalalobe. J'ai connu ces aînés. Deuxième type de diaspora, c'était un consensus qui s'est opéré. Avec des gens, effectivement, qui étaient, il faut le reconnaître, des contestataires démocratiques. Parce qu'il n'y avait pas de démocratie au Cameroun. Le pluralisme démocratique. Mais il y a eu une 3e catégorie qui est arrivée en France que moi je ne reconnais plus. Bon, et je voudrais aussi vous dire, quand vous me posez la question de savoir est-ce qu'elle est tribale, je vous ai d'abord dit que c'est politique. Observez ce qui se passe à Genève. Quels sont ceux qui ont contesté l'élection du président Paul Biya à un moment donné après la proclamation du Conseil constitutionnel? Je voudrais vous donner un élément technique de sciences politiques. Vous savez, en sciences politiques, pour être un chef d'État assis, il faut 3 conditions aujourd'hui. 1, il y a le vote du peuple. 2, il y a les institutions locales, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel, qui a reconnu aussi le président Paul Biya. Et 3, il y a la communauté internationale. Le président Paul Biya remplissant ces 3 critères, le peuple, oui, on voit bien qu'ils reconnaissent qu'il est le président. Deuxièmement, quand on va voir le Conseil constitutionnel qu'il a proclamé élu, la communauté internationale ne contestait pas Paul Biya. Or, que se passe-t-il à Genève? C'est les mêmes groupes, c'est-à-dire que les contestataires, mais je ne les situe pas. Ça aussi, je voudrais partager le point de vue d'Edmond Kamgia. Il y a quand même un multipote où on voit d'autres, mais majoritairement, on a eu l'impression que, moi je suis toujours honnête, c'est pourquoi parfois les d'autres ne m'aiment pas, qu'à un moment donné, mais l'Ouest, et attention, je l'ai dit à mes camarades du RDPC, vous risquez de faire à terme, après Paul Biya, du MRC et de la base, un mouvement de libération. S'ils se replient ethniquement, parce qu'effectivement, ils disent que ça ne va pas, mais ils seront des héros. On dira que c'est les Bamileke qui ont libéré le pays des pratiques où, effectivement, il y a une contestation en termes de gouvernance, toute ethnique confondue, sauf que les autres se disent que, comme c'est le frère, on peut perdre le pouvoir. Il y a donc ce que j'appelle une instrumentalisation du jeu politique, parce qu'on se dit à un moment donné que le frère peut faire toutes des bêtises, même si on meurt de faim, même si on n'a rien, on continue à le soutenir parce que les Bamileke sont là, parce que les Bassa sont là, parce que les Nordistes vont prendre. Je ne sais pas si vous voyez donc la contestation de Genève est exactement les mêmes acteurs qui ont pris conscience. Moi, je vais vous dire la vérité. Il y a eu une littérature, et je termine là, très forte dans les années 90. Allez lire l'ouvrage de Victor Kamga, le dynamisme Bamileke. Allez lire l'ouvrage de Kenye Pokam, la problématique de l'unité nationale au Cameroun. Allez relire aussi l'ouvrage de mon oncle, Ibn Monon Djana, l'ethnofascisme Bamileke. Allez lire l'ouvrage de Sinjun Pokam. À l'époque, dans les années 90, le monofascisme. Vous allez voir que, et c'est ça la richesse de notre plateau, si moi je pense que il n'y a pas de honte à être communautariste, il n'y a pas de honte. Moi je vois bien que depuis que je vis certaines choses, ce qui me parle, c'est les autres. Mais au-delà des miens, quels sont ceux qui me soutiennent? Mon avocat est Bamileke. Je peux lui rendre hommage ici, Maître Fossi Fotso, qui se bat avec moi, qui me demande est-ce que tu as mangé, est-ce que ça va, est-ce que c'est ci. Elle est Bamileke. L'une des chaînes de télévision qui m'a soutenu, Equinox m'a soutenu. Est-ce que je suis Bamileke? Donc je voudrais vous montrer que on a tout à fait le droit, vous me comprenez Edmond, de se radicaliser en termes ethniques quand on ne trouve pas son compte. Malheureusement, je pense que c'est ce qui se passe à Genève. Donc vous êtes en train de dire que oui, c'est la malgouvernance qui pousse les Camerounais à se radicaliser. À se replier sur eux-mêmes. Vous voyez que vous m'avez bien compris. Est-ce qu'il y a des problèmes? Regardez, quand on va plus loin. Le président Paul Biya a ouvert une enquête. On reviendra là-dessus, peut-être sur la Covid, je suis d'accord avec vous. Mais où sont les motions de soutien des Betty, des Douala, des Ewondo, des Eton pour dire motion de soutien, il a demandé une enquête, soutenons-le. On n'a rien vu. Moi, je voudrais qu'on reconnaisse que quand il y a problème, quand ça ne va pas, les gens ont déjà tout gâté. Ils instrumentalisent l'ethnie.
Moi, je vous prends mon cas aujourd'hui. Je ne voudrais plus que quelqu'un vienne me parler qu'un Bamileke a fait ceci, un Bamileke a fait cela. Parce que ce sont mes oncles Betty qui me tuent. Je vous prends mon cas. Le RGPR est du centre. C'est un oncle, un parent dans la grande famille Betty. Jean-François Mendongo, c'est plus qu'un père pour moi. Mais il faut donc voir que vous avez des groupes ethniques qui ne foutent rien pour les leurs, passent le temps, comme l'a dit Edmond, à critiquer ceux qui s'organisent et qui pensent qu'à un moment donné, parce qu'ils sont plus organisés et pensent qu'ils peuvent mieux faire pour eux et pour les autres ethnies, ils se mettent donc à les critiquer. Donc pour moi, Genève, c'est un pseudo-problème politique qui fait qu'aujourd'hui, je voudrais constater que les Bamileke sont bien organisés. Actuellement, ils ont dit qu'ils n'en veulent plus parce qu'eux, ils en ont marre. Et au-delà des Bamileke, je voudrais ici affirmer que le Nord n'est plus là. Le Nord n'est plus là. Le Nord-Ouest, le Sud-Ouest. Une partie. Quand vous voyez donc le mouvement social au Cameroun, on a l'impression que les autres veulent tout simplement nous instrumentaliser. À l'effet de nous dire, allons lutter contre les Bamileke pour nous tuer après quand on a éliminé les Bamileke, et il faut dire non à ce jeu. Alors, il n'y aura pas de stigmatisation des communautés sur ce... Ce n'est pas ce qu'on fait. Il s'agit d'une analyse rationnelle. Qui se sont déroulées cette à semaine. Genève. Aristide Monod, vous souhaitez réagir sur ce prisme? Voilà, déjà pour rappeler à l'attention de l'opinion que lorsqu'on dit les Bamileke ou les Betty, j'aimerais savoir où est-ce qu'ils se sont rencontrés pour envoyer des mandataires. Ne prenons pas des actions des extrémistes pour poser sur des communautés. S'il y a par exemple un Patrice Nganam qui appelle à l'élimination des Boulous, il est insensé, surtout pour des intellectuels, de parler d'un appel des Bamileke parce que les Bamileke ne sont jamais assis pour envoyer Nganam les représenter dans un combat des extrémistes tribaux. Il faut dire ça aux communautés. Lorsque les intellectuels Betty parlent, ils ne parlent pas en mon nom, ils ne m'ont pas consulté et je ne suis pas vraiment solidaire de leurs actions. Et le moment venu, chacun devra répondre de ses actes. Il faut d'abord dire cela aux Camerounais. Deuxième chose, lorsqu'on parle du vote du MRC, le vote tribal, c'est un fait. Tout à fait. Mais ce qui gêne, c'est le fait de faire de ça une exclusivité Bamileke. Et pourtant, on sait qu'il y a des communautés qui sont plus tribalistes que les Bamileke pour ce qui est du vote. Bravo. Je vais prendre un cas simple. Chaque fois on titre, l'Ouest a tourné le dos à Kamto. L'Ouest a tourné le dos à un enfant du village. On attend qu'un jour aussi, le centre tourne le dos à l'enfant du village. Depuis 40 ans, le centre ne tourne pas le dos à l'enfant du village. Et pourtant, le centre semble être intégrateur, semble donner des leçons d'intégration. Le Sud n'a jamais tourné le dos. Mais l'Ouest arrive quand même à tourner le dos à son enfant. Qui est donc plus tribaliste s'il faut rentrer dans ce petit jeu. Donc, je pense que nous jouons avec des instruments très sensibles et ne faisons pas porter des fardeaux qui ont été concordés par certains opportunistes aux communautés. Alors après vous, Aristide Monod, je voudrais qu'on avance. Non, je vous en prie, s'il vous plaît, je vous en prie, c'est interactif. Hein. J'apporte un petit élément pour joindre ce qu'il dit. Prenez les partis politiques. L'UNDP est du Nord. L'UDC est du Nord. Et ce sont les Bamileke. Le RDPC même est assis d'abord dans le centre, le sud, puis nous dans le littoral. Et quand vous voyez la configuration des partis politiques, pourquoi les gens veulent se mentir? Mais ces partis sont ethniques. Quand vous prenez le FNNC de mon ami le ministre Chiroma, mais il est du Nord. C'est du tribalisme, du communautarisme. Quand vous prenez maintenant le MDR de Dakar et d'Aïsala, même au Nord, ce sont les Kirdis. Quand vous prenez un autre parti, celui de Moustapha Amadou, la NDP, il est implanté où? Donc il y a une configuration politique qui fait que la projection des organisations politiques, parce qu'en sciences politiques, sous le contrôle de mon jeune collègue Aristide Monod, on distingue deux types d'organisations politiques. Des organisations politiques partisanes, que sont les partis politiques, mais ces organisations sont colorées. Et les organisations politiques non partisanes, que sont la société civile et les autres, mais c'est aussi coloré. Alors justement, après cette précision-là, Maître Roland Duroux, vous souhaitez également vous exprimer sur l'analyse qui vient d'être faite
par ce membre titulaire du comité central du RDPC, est-ce que vous avez la même perception sur la manifestation d'un communautarisme primaire et de la radicalisation de certaines communautés face à la malgouvernance? D'abord, je commence par faire quelques précisions qui me semblent utiles. Parce que si elles ne sont pas faites, on pourrait donner l'impression qu'au Cameroun, nous vivons une sorte d'apartheid. La première chose que je dois dire, c'est que de notre point de vue, le fait communautaire, le fait identitaire peut être assimilé au point zéro de l'origine d'un repère orthogonal ou orthonormé. C'est-à-dire que c'est un fait effectivement de dire que je suis Bamileke, comme c'est le cas pour moi. Mais une fois qu'on l'a dit, on ne reste pas sur le point zéro. Tous ceux qui, je ne suis pas un excellent mathématicien, mais tous ceux qui savent tracer un repère orthonormé savent que quand il y a le point zéro, c'est pour partir de là et aller vers. Tout à fait. Donc, on ne peut donc pas considérer que le point zéro soit notre horizon infranchissable. Réduire notre appartenance à la communauté nationale, au fait que nous ayons une identité, que l'on ne nie pas, qu'on reconnaît, qu'on valorise même. Parce que dites-vous bien que peu importe ce qui sera dit, peu importe ce qui sera interprété, je suis Camerounais, mais je suis très fier à la fois d'être Camerounais, mais aussi et surtout d'être Bamileke. Mais c'est un élément d'identité qui n'est pas un horizon infranchissable. Tout à fait. Et quand on est donc en République, nous devons savoir faire la part des choses. De quelle sphère relève l'identité? De quelle sphère relève la République ou la citoyenneté, pour être plus exact? Si on se considère comme un citoyen d'abord, avant ses origines ethniques, nous sommes aptes à vivre en République. Mais si on se considère comme un villageois, entre guillemets, et ça c'est dans son sens péjoratif, je l'assume, oui. On est inapte. On vous comprend. On est tout à fait inapte à vivre en République. L'identité, c'est notre patrimoine, c'est notre héritage. C'est sur la base de ce patrimoine maintenant que non seulement on peut aller vers d'autres concitoyens, mais à la conquête du monde. J'ai vu que le Cameroun peut oser se vanter à Tokyo de la tenue traditionnelle issue d'une des communautés qui ont constitué notre pays. C'est une valeur. Mais cela ne fait pas de ceux qui arborent cette tenue des esclaves des populations du nord-ouest et du sud-ouest, parce qu'ils arborent une tenue issue du patrimoine culturel du nord-ouest et du sud-ouest. Et donc, l'aspect pernicieux de la lecture tribaliste des faits politiques, c'est de dire que si vous suivez, voyez-vous, si vous suivez un leader politique issu de telle ou de telle région, vous êtes à son service et vous êtes au service de sa communauté. J'ai entendu un professeur de l'université catholique, il doit être un très piètre sociologue, parce que si pour lui, le sommet de l'analyse sociologique consiste à faire l'arithmétique des origines tribales des acteurs sociaux, il doit être un bien piètre sociologue. Vraiment. Et s'il n'est pas un piètre sociologue, parce qu'il vaudrait mieux qu'il soit un piètre sociologue, parce que s'il n'est pas un piètre sociologue, il n'est pas différent des théoriciens de l'Akazu. Il n'est pas différent d'un Théoneste Bagosora. Il n'est pas différent d'un Joseph Goebbels. Il n'est pas différent de cela. Donc il vaudrait mieux pour lui qu'il soit un piètre sociologue, qu'il soit simplement ce type de sociologue qui n'a su que répéter ce qu'il a peut-être mal appris, de sorte que son seul niveau ou son niveau le plus élevé soit simplement celui de faire la comptabilité des origines de ceux qui portent des paroles et non la parole qui est portée. Je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure. Est-ce que les revendications qui sont portées sont des revendications communautaristes? Je suis désolé, ce n'est pas les Camerounais de la base qui ont écrit pour le libéralisme communautaire. Ce ne sont pas ceux-là qui défendent la thèse, notamment d'un fédéralisme communautaire. Parce que de notre point de vue, c'est cela des revendications communautaires. Est-ce que, et je vais vous surprendre, on peut ne pas être sociologiquement, entre guillemets, marqué, comme le dit le professeur Messanga Nyamding, et porter des revendications communautaires. Dites-vous le bien. Peu importe, tout dépend de l'intérêt qu'on peut avoir. Je veux dire que des populations issues du Nord peuvent à un moment donné
poser le problème de la reconnaissance de l'identité pygmée, par exemple, sans que cela ne soit à leur intérêt en particulier. Mais ça, c'est une revendication communautaire, parce qu'on vise à défendre un intérêt qui est propre à une communauté. Je dois rappeler sur la question que la communauté Baka, du point de vue des Nations Unies, est considérée comme population autochtone du Cameroun et en même temps comme une population, comme une minorité. Donc, on peut parfaitement voir des organisations défendre les intérêts propres à cette communauté. Je pourrais donc considérer que cela sont des intérêts communautaires. Mais est-ce que demander qu'il y ait la clarté sur l'affaire de la CAN ou de la COVID-19 sont des revendications communautaires? Les piètres sociologues de Yaoundé vous diront que dès lors que ceux qui portent la parole d'une telle revendication sont originaires, terme d'ailleurs qui est sujet à discussion, originaire. Parce que le professeur Messanga Nyamding a cité un exemple tout à l'heure qui le concerne à titre particulier. Pour parler du cas de ces enfants, les sociologues, les piètres sociologues de Yaoundé, les piètres sociologues et les piètres politistes de Yaoundé, parce qu'ils ne sont pas que sociologues, ils sont politistes. D'autres sont même des non-nèmes, parfois en disgrâce dans leur propre parti. Alors, je fais une virgule pour dire que la curiosité de ces diplômés, que je n'ose pas appeler intellectuels, c'est que pendant un certain temps, ils ont été en disgrâce vis-à-vis du pouvoir en place. Oui, ils ont combattu même le pouvoir. Parce qu'ils avaient un certain discours critique. Oui. Mais la curiosité, parmi les plus graves curiosités que l'on peut observer dans ce pays, c'est que désormais, parce que ce discours a changé, parce que désormais ils sont plus compatibles avec une certaine vision de la sociologie et de la science politique, vous voyez bien dans leur vie personnelle comment il y a des évolutions notables dans leur carrière. En tout cas, ce ne sont pas eux qui font l'objet d'affectations disciplinaires. Au contraire, ils font l'objet de promotions. Ceux qui n'arrivaient pas à passer leur grade les passent allègrement. Ceux qui n'arrivaient pas à occuper des fonctions de décision dans l'académie ou dans le monde universitaire, désormais ont des fonctions qui tutoient le rectorat. Vous voyez? Donc, on peut comprendre qu'ils aient ce discours, mais il ne faut pas que les Camerounais se trompent en pensant que ceux-là sont de bonne foi. Je disais donc que si on convoque leur propre logiciel, de la tristement célèbre proximité sociologique, un autre concept purement camerounais, si on convoque leur théorie pour analyser aussi les origines sociologiques des analystes, parce que ces sociologues, ces piètres sociologues analysent l'origine ethnique des porte-paroles ou des porte-voix de la contestation camerounaise actuelle. Mais s'il faut analyser les origines sociologiques des analystes, de ces Lambertons-là, des temps modernes, on va se rendre compte, malheureusement, que les Aristide Monod font figure d'exception dans ce qui peut être considéré comme l'ère sociologique dans laquelle se recrutent ces analystes d'un autre genre. Mais je ne vais pas tomber dans la même facilité qu'eux. Parce que ce qu'ils veulent donner comme impression aux Camerounais, c'est qu'il y a des lignes de fracture sociologique. Encore que même le terme sociologique est galvaudé au Cameroun. Oui. Quand on parle de composition sociologique, en fait, les gens qui en parlent vous parlent de composition ethnique. Mais ils cachent ça dans le terme sociologique. Parce que si on dit qu'on regarde la composition sociologique de la ville de Douala, mais il faudrait donner le nombre de pêcheurs, il faudrait donner le nombre d'avocats, il faudrait donner le nombre d'handicapés, de femmes, d'hommes, etc. Ça, c'est de l'ordre des catégories sociologiques. Mais non, on ne veut pas savoir combien est-ce qu'il y a de ces corps sociaux, etc. On vous dira, non, la composition sociologique de Douala, c'est tel pourcentage de Sawa, c'est tel pourcentage de Bamileke, c'est tel pourcentage de ci et de cela. Voilà pourquoi je dis que nous sommes dans un pays qui a théorisé l'art d'être hors sujet. Et ce hors sujet est un construit. C'est véritablement un construit. Le fait que ce soit un certain type de diplômés qui tiennent la barre de ce discours n'est pas non plus un hasard. C'est fait exprès. C'est parce qu'on estime que quand on arbore le titre de professeur, comme ces piètres sociologues et sociopolitistes de Yaoundé, on est crédible.
On est crédible dans l'opinion. Et donc, ce qu'on dit peut être cru. C'est pour ça que justement, on en recrute à l'appel désormais des sociologues de l'école de Bagosora pour distiller dans la population des lignes de fracture. Le fait communautaire, encore une fois, est une réalité. Chacun de nous a une identité. Tout à fait. Et ce ne devrait pas être un péché de se sentir fier de ses origines et de les défendre. Oui, oui. Ça, c'est du domaine de l'héritage culturel. Et cela devrait s'en tenir à l'aspect culturel de notre identité. À côté de ça, nous devons nous revendiquer de la qualité de citoyen et condamner, et au sens propre du terme, tous ceux qui nous nient la qualité de citoyen. Parce que ce qui est fait, c'est qu'on dit aux Camerounais qu'ils sont incapables d'être des citoyens. Ces piètres sociologues de Yaoundé pensent que les Camerounais sont condamnés à l'état d'indigène. C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais sortis du logiciel néocolonial. Ils estiment que nous, Africains, sommes condamnés au stade d'être des indigènes qui ne vont jamais aller plus loin dans leur mental que la sphère de leur communauté, et même pas communauté au sens sociologique du terme, mais communauté au sens primaire du terme. Pour le professeur Msanga Nyamding, tout à l'heure j'ai failli oublier l'exemple que je voulais prendre. Oui. Il a des enfants qui sont de l'outre-mer française, qui sont issus de lui, qui est un Camerounais et d'une mère qui n'est pas camerounaise. Tout à fait. Vous allez demander à ces enfants, vous allez imposer à ces enfants-là de vous dire quelle est leur identité, quelle est leur origine. Vous allez leur demander de vous préciser quelle est leur identité ethnique. Ils vous diront, je suis fier d'être Sawa comme mon père et d'être français comme ma mère. Tout à fait. La logique des œillères, des piètres sociologues de Yaoundé considère même que quand vous êtes comme certains d'entre nous, issus de parents venant de plusieurs ou de différentes communautés, vous devez absolument vous mutiler. Voilà. C'est-à-dire que si vous vous appelez Mono, parce que votre père avait un bon ami à lui, Eton, à qui il a choisi de donner un homonyme, vous êtes obligé de vous identifier à soit votre père, par rapport à son lieu de naissance, soit à votre mère, etc. C'est tellement compliqué. N'allez même pas le père, ma mère est petite. C'est tellement compliqué que l'on se pose la question, dans 50 ans, quand les Camerounais se seront suffisamment brassés, que va devenir la notion d'autochtone et d'allogène, par exemple? Qui sera considéré comme autochtone et d'où? C'est la confusion qui est savamment faite entre des notions qui relèvent de la culture et celles qui relèvent du droit. Si on parle de terroir, il faut qu'on note que si on parle de terroir, on est dans une logique purement culturelle. Si on parle de territoire ou de propriété, on est dans une logique juridique. Au Cameroun, on va vous dire que tel territoire, c'est le terroir de telle communauté, ce qui est exact. Mais la protection du terroir, qui relève de la protection du patrimoine matériel et immatériel d'une communauté et donc de la nation, ne se fait pas de la même manière qu'on protège la propriété. C'est pour ça que vous voyez donc qu'au Cameroun, on associe tellement de choses dans un seul et même bloc. On jette cela à la vindicte populaire pour donner l'impression aux Camerounais qu'ils sont et qu'ils vivent menacés. Et on regarde cet instrument. En tout cas, je termine en disant que nous, au MRC, nous, au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, nous sommes résolument, je dis bien résolument, mis dans le sillage de nos devanciers et notamment de ceux qui, les premiers dans ce pays, ont créé et mis en mouvement un mouvement nationalisme, vous pardonnerez la tautologie. Ils avaient précisément choisi comme dénomination Union des populations du Cameroun, mais ils avaient la possibilité de dire Union des peuples du Cameroun. Ils n'ont pas choisi cette première dénomination, et c'est encore une fois Thomas Deltom qui nous l'enseigne. Ils n'ont pas choisi cette première dénomination parce qu'ils avaient fait le choix de conduire l'État qu'ils voulaient construire vers une nation. Une nation qui serait peut-être faite de toutes
ces populations et de tous ces peuples-là, mais avec l'idée de la nation au-dessus des particularismes, parce que ces particularismes, loin d'être des freins, sont en réalité des ferments, des ciments qui permettent de consolider, notre unité dans cette grande diversité. Et cela participe de la recette. C'est cela combattait la recette que nous ont enseigné les colons, les néocoloniaux avec eux, qui, chaque fois qu'ils veulent rester dans leur logique de conservation du pouvoir, ce qu'un autre politiste hasardeux de Yaoundé a appelé à l'époque la théorie du pouvoir perpétuel, quand ils ne vous corrompent pas avec succès, ils vous répriment. Et quand ils constatent que vous résistez à la répression, ils vous divisent. Ils vous divisent en agitant les plus bas instincts, les plus bas sentiments de l'esprit humain. J'espère, je termine par là, que, comme on l'a vu à l'université catholique, lorsqu'il s'agissait de donner une conférence par une influenceuse, que l'université s'est rétractée, j'espère que l'université catholique saura prendre les décisions qui s'imposent, parce que l'un de ses enseignants s'est illustré récemment sur la scène publique par des propos dignes de l'époque du nazisme. Comment justement Edmond Kandia lutter contre cette montée de l'ethnofascisme et du discours de haine? Le gouvernement, à travers le président de la République, a mis sur pied une loi pour punir les auteurs de propos tribalistes. Mais il y a dans les débats sur la scène politique de part et d'autre ces relents identitaires tribalistes. Comment on lutte contre ces différents fléaux? Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Monsieur Noufele, avant de répondre à cette question, je vais apporter quelques précisions pour dire par exemple qu'on doit pouvoir distinguer la tribalité du tribalisme. Oui. Parce que la tribalité, c'est une valeur. Il s'agit de préserver les valeurs de la communauté. De sa culture. De sa culture. Préserver les valeurs de sa culture. C'est positif, la tribalité. Mais le tribalisme, c'est négatif, c'est une anti-valeur. Parce que dans le tribalisme, on promeut la haine de l'autre, qui est originaire d'une autre tribu. Oui. Je voudrais également dire que historiquement, au Cameroun, le discours de la diaspora contestataire n'a jamais été communautariste. C'est-à-dire, les premiers qui ont quitté le pays à cause de la clandestinité, c'était des UPCistes, les nationalistes. Les exilés politiques. Les exilés politiques. Leur discours n'a jamais été communautariste ou communautaire. Dans l'UPC, on a des Camerounais qui étaient de toutes les tribus, de toutes les ethnies. Prenez l'UPC avec son communauté directeur de l'époque, du temps de Oumniobé, de Félix Moumier, Ernest Wandjen, puis de Wuli Massaga, de regretter mémoire, de Toumaza, Osinde Afana. C'était tous les Camerounais originaires de toutes les régions. Et leurs revendications étaient politiques. Ils visaient la libération du Cameroun, l'indépendance, la véritable indépendance du Cameroun, au-delà de l'indépendance formelle que nous avons eu le 1er janvier 1960. Il faut le dire, pour rappeler que dans la continuité du combat des UPCistes, avant l'indépendance et après l'indépendance, avant que la libéralisation politique leur permet de rentrer au Cameroun, il faut dire que les jeunes d'aujourd'hui, qui sont dans ce qu'on appelle la diaspora contestataire ou la brigade anti-Sardina, ils sont dans la continuité de leurs devanciers. C'est pour la raison pour laquelle leur discours Sardina, également. Il faut enlever Sardina, parce que Sardina divise Edmond. Professeur j'ai eu l'honneur de les rencontrer. Qu'ils enlèvent Sardina. S'ils venaient à Genève, et ils disaient par exemple diaspora anticorruption, on aurait compris qu'ils ont aussi changé. Le mot sardinard là, c'est une étiquette. Et on le courage. Professeur Messanga Nyamding. Sardinard, c'est pas bon. Je suis en train de situer dans leur contexte. Et ils disaient brigade, et ils viennent avec des chaînes. Ils ont lâché une opération qu'on a appelée à Genève, opération Kacham. On vient attraper un chef d'État avec les chaînes. C'est pourquoi moi je pense plutôt que ce n'est pas ethnique, mais c'est politique. Après vous, je voudrais que vous permettez à Edmond de pouvoir dérouler son point de vue. Edmond Kandia, la parole. Je suis dans des développements importants.
pour crédibiliser, n'est-ce pas, le contenu du message de la diaspora camerounaise. Ils sont dans la continuité de leurs pionniers, de leurs devanciers, dont le discours était politique et contestataire. Aussi bien ceux qui étaient dans la clandestinité de l'UPC que ceux qui sont là actuellement. Leurs messages ne sont pas identitaires, ne sont pas éthiques du tout. La preuve, les revendications que ces derniers ont formulées à Genève, ils disent libération de tous les prisonniers politiques. Ils disent la fin de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest et une solution pacifique dans la crise anglophone. Ils disent l'audit des chantiers de la CAN 2019 qui a glissé. Ils disent de faire le point sur la gouvernance, notamment sur l'opération en cours, sur le Covid Gate, c'est comme nous appelons le Covid Gate. Je ne vois rien d'identitaire, je ne vois rien de communautariste dans leurs revendications. Maintenant, je dois dire également que les royaumes ont précédé l'État, mais la nation reste en construction. La nation camerounaise reste en construction pour tout ce que nous avons évoqué tantôt. La nation reste en construction. Et il est important que, pour répondre à votre question maintenant, M. Cédric Noufele, que les théoriciens de la haine, les théoriciens des discours haineux, qui se retrouvent dans les universités d'État, qui se retrouvent au sein du gouvernement, les médias même d'État, qui se retrouvent même dans les médias d'État, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Doivent cesser de promouvoir la haine et le tribalisme. Vous l'avez dit, Cédric Noufele, il existe une loi qui condamne le tribalisme, mais très curieusement, cette loi n'a jamais été mise en œuvre ni appliquée. Je ne sais pas s'il faut un décret d'application pour appliquer cette loi. Alors que l'on voit encore jusqu'aujourd'hui, depuis 2017, 2018 jusqu'à nos jours, la stigmatisation systématique d'une communauté, les Bamileke. Et je voudrais rappeler ici les conséquences de la stigmatisation des communautés au Cameroun en rapport avec les élections présidentielles de 92 à nos jours. On a vu, après l'élection présidentielle du 11 octobre 1992, parce que j'ai été personnellement témoin, il y a des populations anglophones et des populations bamileke qui ont quitté dans la désespérance plusieurs localités du sud du pays. Ebelova Samelima qui aussi, ils ont vu leur maison saccagée, incendiée après l'élection présidentielle du 11 octobre 1992. Quand je dis que j'ai été témoin, c'est parce que je suis allé mener une enquête au niveau de ce qu'on appelait à l'époque la direction de la régie FECAM, qui est devenue la Camraille aujourd'hui, puisque j'avais eu l'information selon laquelle beaucoup ont quitté le sud du pays, ont pris le train de Yaoundé pour Douala. Je suis allé, n'est-ce pas, à Bessengue, là où se trouve, n'est-ce pas, là où, justement à la gare. Je suis allé à la gare. Pendant que je menais mon enquête, j'ai été arrêté par des agents de police, par des policiers, qui m'ont amené chez le commissaire de l'époque. Je ne voudrais pas donner son nom ici, il est décédé aujourd'hui. Il m'a gardé pendant pratiquement toute la journée dans les cellules parce qu'il n'était pas content de l'enquête que je venais mener dans ces structures. Et puis, ce que j'ai observé, j'ai vu déferler des enfants de tous les âges, des bébés, des femmes, des enfants originaires de l'ouest du pays, Bamileke et Bamoun, y compris des anglophones qui disent avoir pratiquement tout perdu parce qu'on les accusait d'avoir voté pour ni John Frundi en 92. Rebelle, les mêmes faits se sont déroulés au lendemain de l'élection présidentielle d'octobre 2004. Et là, ça concernait essentiellement les populations Bamoun, de qui aussi, qui ont vu leur maison saccagée, ont été victimes de stigmatisation, ont quitté dans la désespérance, je le dis également, plusieurs localités du sud du pays pour revenir pour entrer dans le Noun, à Douala et dans le Noun. Et on a vu très récemment encore des boutiques, des magasins saccagés à Samelima, des Bamoun, des Bamileke, sous la protection, j'allais dire sous l'encadrement des forces de l'ordre qui n'ont arrêté personne. Sommes-nous encore dans un état de droit? C'est pour dire que j'interpelle
ceux qui nous gouvernent. J'interpelle également les députés qui ont voté cette loi qui n'est pas appliquée. Mais j'interpelle davantage le chef de l'État pour qu'ils nous disent si nous sommes véritablement encore un État de droit. Si on peut laisser que certains citoyens puissent allègrement saccager les biens des autres, les menacer, et on sait qu'il y a même l'événement de Saint-Milman, c'était à la suite d'une mort d'homme. Il y a eu et celui qui était l'originaire, n'est-ce pas, de l'incident survenu à Saint-Milman n'était pas Bamoun du tout après l'enquête de la police. Mais cette population s'est vue stigmatisée, traumatisée et a perdu l'essentiel de ses biens. Et jusqu'aujourd'hui, je voudrais qu'on nous dise si ces citoyens c'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans leurs droits. Je n'en suis pas certain. Et ce n'est pas bon pour la République. Alors, vous avez interpellé le chef de l'État, le président de la République, Aristide Monod, a été également interpellé sur le Covid-Gate. Il y a une sorte d'omerta sur les différentes enquêtes judiciaires en cours et surtout l'identification des responsabilités des auteurs de malversations financières. Comment expliquer un tel silence autour de cette affaire depuis quelque temps? Voilà, je pense que j'avais évoqué ici le dilemme du prisonnier. C'est-à-dire qu'il serait mieux pour des voleurs ou des bandits de ne rien dire, de fermer la bouche. Là, la peine peut être très réduite, elle peut être modeste. Parce que s'ils s'accusent réciproquement, forcément, la peine sera grande. Il faut donc expliquer ce silence par ce dilemme des prisonniers. On se serait attendu qu'il y ait quand même un semblant d'indépendance entre le judiciaire, l'exécutif et le législatif sur la question. Mais malheureusement, aujourd'hui, on se rend compte que tout est piloté par un seul pôle, qui est le pôle exécutif. Et dans ce pôle exécutif, il faut également voir l'élément présidentialisme monarchique, c'est-à-dire au-delà du fait que ce soit l'institution présidentielle qui dirige en lieu et place du chef du gouvernement, c'est-à-dire le Premier ministre, nous avons un homme. Et un homme qui a délégué le pouvoir à un autre homme. Ça signifie donc, c'est pourquoi on met d'abord présidentialisme et on met également monarchique, parce que ça tourne autour d'un individu. On sait donc que c'est lui qui décide de ce qui doit être fait au niveau des autres paliers de l'appareil étatique. Le pouvoir judiciaire vient de marquer, est en train de marquer, une fois de plus, sa défaite, est en train de montrer en fait sa faiblesse face à l'exécutif. Le pouvoir législatif également ne veut pas parler de ce dossier, parce qu'on sait bel et bien que les députés sont impliqués dans cette histoire. C'est pourquoi je reviens toujours sur le dilemme du prisonnier. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun intérêt à ce que la vérité se manifeste. Sinon, c'est le Titanic. Qui va donc accepter l'autoflagellation? Qui va accepter se mettre lui-même en prison? C'est pourquoi on préfère donc la loi de l'omerta. C'est-à-dire que si on peut tuer l'affaire doucement, doucement, tout en amenant la presse à ne plus faire la lumière sur la question, parce qu'à un moment donné, ça va disparaître, comme l'affaire du glissement de la canne. Et on va passer à autre chose, on va peut-être créer un épiphénomène, par exemple, le caractère ethnique de la base, tout simplement pour faire diversion. Et pourtant, c'est un problème très sérieux. Aujourd'hui, vous avez l'un des acteurs phares de cette histoire qui est dans l'épiphénomène. Monsieur Manaouda, il va organiser une marche pour préserver l'honneur du chef de l'État. Et pourtant, le minimum pour un collaborateur, c'est de suivre les instructions de sa hiérarchie. Le président de la République lui a demandé tout simplement de bien gérer l'argent de la Covid. Aujourd'hui, on a des éléments qui portent à croire à un moment donné qu'il serait englué dans cette histoire. C'est là où on l'attend. Mais il est plutôt dans un épiphénomène avec une gandoua RDPciste comme le genre que le professeur Moussanga porte souvent, et tout. Tout c'est pas pour créer la diversion. Et pourtant, nous avons un dossier important, c'est celui de l'argent des Camerounais et la gestion de la santé des Camerounais. Alors, pour moi, je reste toujours pessimiste. Je l'avais déjà dit ici qu'on a tout simplement répondu à une commande internationale qui était celle
du FMI qui voulait un peu voir clair. Nous également, on avait une certaine pression pour concocter quelques crédits qui seront préjudiciables à nos enfants. Et après ça, il n'y a plus rien. Donc l'audit, c'était tout simplement pour essayer d'embrouiller davantage ceux-là qui voulaient nous mettre un peu de pression. Alors selon la presse camerounaise, le ministre de la Santé clame toujours son innocence dans cette affaire de Covid-Gate, mais professeur Pascal Charlemagne Msanga-Nyamding, il y a des éléments dans l'audit mené par la Chambre des comptes qui suscitent des inquiétudes. Des entreprises qui sont spécialisées dans les bâtiments et travaux publics se retrouvent fournisseurs d'équipements biomédicaux à tel point qu'ils rapportent des marchés évalués à des milliards de francs CFA, entreprises créées en pleine crise sanitaire et qui bénéficient d'importants marchés de livraison et qui, selon la Chambre des comptes, ont utilisé des prête-noms, ont usurpé l'identité et la raison sociale d'autres entreprises pour avoir une présomption de favoritisme. Comment appréciez-vous une telle situation? Qu'est-ce qui explique ce silence autour de cet argent dont on ne connaît pas l'utilisation et comment il a été dépensé? Pour répondre, Cédric, je vais faire une observation et répondre à votre question. Et c'est mes 4 filles et ma compagne qui m'ont dit un jour que, mais cette Covid-Gate-là, pourquoi toi qui es membre du comité central de ton parti, vous n'initiez pas une motion de soutien à l'effet d'encourager le président Paul Biya à lutter contre ceux qui ont détourné cet argent? Regardez, Christopha, mes filles, Mouna, les autres, Christelle, maman, autres, ma compagne, me disent que, mais pourquoi? Je vous fais remarquer que les motions de soutien tombent toujours quand il s'agit de dire qu'on remercie, comme on le voit récemment, ceux qui ont été promus ici et là. J'ai été étonné en tant que biaïste de voir qu'il n'y a aucune motion de soutien qui n'est tombée pour qu'on incite le président Paul Biya à poursuivre la lutte. Pour répondre maintenant à votre question, on est dans une très grosse mafia. Vous savez, Cédric, je sais, mes camarades politiques, le vrai RDPC me soutient. Je suis très populaire dans le vrai RDPC. Ouais, tout à l'heure, nous avons parlé du tribalisme et autres en relation avec votre question. La Covid est due au fait que on a dépolitisé la gouvernance. Je vous assure, je préfère avoir en face de moi un compatriote comme maître ici, Jéhou, qui me disent je n'aime pas Paul Biya parce que voilà mon idéologie sur la gouvernance, que d'avoir à côté de moi quelqu'un qui me dit il faut que le président soit toujours là, je l'aime, mais n'a pas de projet. On a des gens qui improvisent pour la plupart tout et qui occupent des fonctions de pouvoir et de décision. Quand vous nous dites ici que vous me posez la question de savoir, il y a des entreprises, quelqu'un fabrique, est spécialisé en fabrication de gandoura, mais la personne vous dit qu'elle peut vous fabriquer un hélicoptère. Mais c'est vrai. Mais je voudrais, contrairement peut-être sur ce petit bémol, si je suis d'accord avec Aristide, mon jeune oncle sur tous les points, je voudrais lui dire non. Il faut faire confiance à la justice parce que je vais vous donner une petite information indiscrète. Le TCS interroge actuellement la plupart des reptiles. Bon, j'emprunte un peu cette expression au ministre Kamto qui parle d'une démocratie reptilienne. Dictature reptilienne. Oui, oui, vous savez que je suis quelqu'un d'ouvert, je suis un intellectuel. Comme dans le passé, j'ai beaucoup aimé son ouvrage L'urgence de la pensée. Et ici, vous voyez donc que les reptiles sont en train de nous distraire. Même dans les médias officiels, j'ai entendu des gens faire des espèces de chroniques à l'effet de dire qu'ils peuvent toujours parler, mais nous on gouverne. Ça veut dire que quelque part, et ça rejoint d'ailleurs le premier thème, il faut repolitiser, monsieur Nofele, la société camerounaise. On a une société dépolitisée, des arrivistes, qui fait très mal. Et quelles en sont les conséquences? Mais les conséquences sont là, c'est qu'aujourd'hui, en place et lieu de l'idéologie politique et d'un projet de gouvernance, on prend le tribalisme. Les conséquences sont néfastes. Quand on veut nous distraire, moi je vous prends un cas au RDPC et le mouvement national des biaïstes.
Nous avons soutenu le président Paul Biya à la dernière élection présidentielle. D'abord, nous, biaïstes, pour 2 raisons. 1, nous voulions qu'il inaugure les projets structurants. On ne les voit pas. Je croyais que comme moi j'ai mal aux yeux, peut-être vous les voyez. Dites-moi, je ne sais pas, mais on n'a pas inauguré ces projets. Deuxièmement, l'autre motif, c'est que le président de la République, Mohamed, devait avoir sa canne. En place et lieu de la canne, on a d'abord eu les scandales de la canne qui sont là. On veut me tuer parce que j'ai dit en tant qu'homme politique, proche du président de la République, que c'est inacceptable. Mais mieux encore, dans le passé, et je vais chuter là-dessus, on nous avait servi, il y avait le projet sucrier de Tico. Qui en parle? Il y avait le programme Banane. Qui en parle? Je vous révèle quelque chose, monsieur Noufele. Le Cameroun paye encore le crédit à Indian Exim Bank sur la fabrication des tracteurs. Ça veut dire que quand on arrive donc à la Covid-Gate, mais c'est une gymnastique. Vous voulez dire les tracteurs qui sont plantés à Ebolova? Je vous dis qu'on a pris un crédit à Indian Bank que nous payons sans fabrication de tracteurs. Non, moi je soutiens le président. Et c'est pourquoi vous, monsieur Djou et les autres, soutenons Paul Biya. Parce que je vais vous dire quelque chose. C'est la blague, du permettez-moi de me justifier. Si nous fragilisons le président Paul Biya, nous allons céder la place aux reptiles. Et le combat que je mène aujourd'hui, c'est qu'on soutienne le président à l'effet de l'amener lui-même à changer les choses. Voilà une position qui m'amène donc à vous dire que la Covid-Gate, c'est un scandale en plus. Mais en attendant, les autres sont là. Ils n'ont rien à foutre. Mais qu'ils sachent que notre unité politique, c'est-à-dire MSC, UPC, RDPC, si nous faisons un front des hommes politiques avec une vision pour le Cameroun, vous allez voir que très vite, on va nous évacuer ce type d'instrumentalisme qui consiste à nous dire que les Bamileke veulent le pouvoir. Alors si les Bamileke veulent le pouvoir, et alors, ça fait quoi? Donc moi je pense qu'en tant que Sawa, on doit privilégier le Cameroun sans nier qu'on est d'abord quelque chose. Et dans chaque ethnie, on est libre. Dans ce qu'on appelle la fédération des communautés, donc des ethnies, de dire que moi je ne suis plus là parce que je ne trouve pas mon compte. Après vous, Maître Roland Djou, Covid-Gate, il y a un silence autour de ces malversations financières et des responsabilités des auteurs et co-auteurs, alors que des révélations font état d'une supercherie bien orchestrée avec des prestataires qui ont bénéficié des marchés évalués à des dizaines de milliards de francs CFA sans que l'on ne voie la prestation effectivement réalisée. Comment entrevoyez-vous la suite de cette affaire? Non, pour ma part, il n'y a rien à attendre de ceux qui sont à l'origine du problème. J'emprunte volontiers la théorie du docteur Monod, le dilemme du prisonnier. Notamment, on ne peut pas attendre du prisonnier qu'il s'emprisonne lui-même. Il faut par contre rajouter, le redire en plusieurs mots au peuple camerounais qu'il doit reprendre sa souveraineté qui est aujourd'hui entre les mains de ce régime qui confisque sa liberté. Le peuple camerounais doit se doter lui-même des institutions les plus inclusives possibles, les plus transparentes possibles pour venir à bout des problèmes multiformes auxquels il fait face. Pour ça, M. Sanga Nyamding a dit que nous avons eu 4 constitutions jusque-là, ce qui est exact, mais aucune de ces constitutions n'ont été des constitutions de Camerounais, faites par les Camerounais et pour les Camerounais, parce que nous n'avons par exemple jamais eu de constituante. Je crois qu'il est temps que les Camerounais s'asseyent entre eux, reprennent leur pouvoir, décident de quelles institutions est-ce qu'il faut qu'ils mettent en place pour régler définitivement ou en tout cas durablement le problème du vivre ensemble, le problème des droits fondamentaux du citoyen. On aurait pu parler des interdictions à répétition des manifestations publiques. Cela participe toujours de cette gouvernance dictatoriale de type reptilien et enfin et surtout de la gouvernance, parce que au fond, les institutions servent à offrir aux populations un style ou un standard de gouvernance susceptible de lui apporter le bien-être et le progrès. Edmond Kamgia, un dernier mot. Covid-19, scandale autour des malversations financières.
alors que le MRC souhaite manifester pour dénoncer cette situation de fait, manifestation interdite, pas de nouvelles sur l'évolution de l'instruction judiciaire et des responsabilités politiques à dégager. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un nouveau scandale dont on va tourner la page au sommet de l'État? Par rapport au Covid-Gate, je voudrais tout simplement interpeller les magistrats qui examinent les dossiers. Tout à fait. Que nous attendons le verdict. Nous attendons le verdict dans tous les dossiers qui ont été déposés à votre niveau au tribunal criminel spécial. Également, j'interpelle ceux-là qui sont à l'origine du rapport d'étape et du rapport définitif des comptes, que nous attendons la décision finale par rapport, n'est-ce pas, à ceux-là qui ont fait des fautes de gestion. Il faudrait qu'on rende public les décisions qui sont prises. Sinon, l'opinion publique nationale et internationale a l'impression que c'est de la diversion. Or, je n'ai pas l'impression, par rapport à la qualité du rapport d'étape, par rapport à la qualité du rapport final, que c'était de l'amusement des enquêteurs qui sont allés sur le terrain. Maintenant, par rapport aux interdictions répétées des marches, des demandes de manifestations publiques des partis de l'opposition, notamment du SDF et particulièrement du MRC, cela conforte justement, cela donne raison à la diaspora qui a manifesté à Genève. Parce que l'une des raisons pour lesquelles ils ont manifesté, ils le font régulièrement, c'est parce qu'au Cameroun, il n'est pas possible, depuis plusieurs années, que les partis politiques de l'opposition et les associations de la société civile fassent des demandes de manifestation publique et que ces demandes-là soient accordées. Voilà le dilemme, le malheur et puis quelque chose qui met à mal, n'est-ce pas, l'expression démocratique des citoyens au Cameroun. Merci messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci Edmond Kamgia et le professeur Pascal Charlemagne Msanganyamding d'avoir participé à ce débat. Merci également à vous Aristide Monod et Maître Roland Duhou d'avoir participé à ces échanges. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision.